Netanyahou, il sait que finalement, sa survie politique dépend aussi d'un accord et dépend aussi de la fin des hostilités. Le mérite de ce plan, c'est qu'il est évolutif. Il est sur plusieurs étapes, 3 étapes, et le passage d'une étape à une autre exige des négociations au préalable. C'est un plan aussi qui reprend les grandes lignes de toutes les initiatives jusque-là qui ont malheureusement été avortées, à savoir cessez-le-feu contre otages. C'est-à-dire l'objectif principal d'Israël, c'est le retour des otages à la maison, et pour les Palestiniens, c'est un cessez-le-feu qui soit une trêve ou bien sûr un cessez-le-feu durable. Et en l'annonçant Biden lui-même, on a l'impression que pour la première fois depuis le 7 octobre, ce sont les Américains finalement qui négocient. Ce ne sont pas les Israéliens. C'est une approche nouvelle dans la stratégie de la Maison-Blanche pour exercer une pression sur Benjamin Netanyahou. Et parce que du côté de Washington, on savait très bien que Benjamin Netanyahou pouvait jouer la montre et finalement torpiller cet accord ou le rejeter d'une manière ou d'une autre. L'objectif principal pour Netanyahou, c'est que l'opération militaire doit continuer. Parce qu'il n'a pas finalement réalisé des grands exploits militaires, ni l'arrestation des grands chefs du Hamas, ni finalement l'anéantissement militaire, ni l'anéantissement politique. C'est pourquoi il a fait une erreur dès le départ en plaçant la barre très haut en matière de gains politiques et militaires derrière les représailles israéliennes. Le deuxième élément, parce que Netanyahou, il sait que finalement sa survie politique dépend aussi d'un accord et dépend aussi de la fin des hostilités, ce qui va finalement changer le paradigme de la politique israélienne à une exigence de l'enquête, une double enquête, sur pourquoi les services de renseignement et aussi le gouvernement a failli le 7 octobre et pourquoi à la fois le cabinet mais le gouvernement aussi a failli depuis 7 octobre dans sa stratégie militaire et qui n'a pas enregistré vraiment les objectifs escomptés. Voilà pourquoi finalement Benjamin Netanyahou, il essaye à la fois de ménager son allié inconditionnel, les États-Unis, et en même temps il sait très bien aussi qu'à l'intérieur, il est dans une position délicate. C'est une coalition hétéroclite, notamment l'aile religieuse radicale représentée par Smotrich, représentée par Ben Gvir, a menacé à maintes reprises. Est-ce que Ben Gvir et Smotrich sont sérieux ou sont capables d'aller jusqu'au bout, quitte à sacrifier la relation avec Washington? Mais en tout cas, cette aile qui est essentielle pour faire tenir cette coalition dirigée par Netanyahou, elle est opposée à un cessez-le-feu. Elle est opposée à un cessez-le-feu parce que pour eux, le cessez-le-feu est une victoire pour le Hamas dans la mesure où Israël n'a pas arrêté ni Sinwar, ni Mohamed Adif, le chef d'état-major, et elle n'a pas finalement évacué la menace, je cite, que représente Israël. Et c'est cette fragilité qui pousse finalement Netanyahou, lui-même vulnérable parce qu'il veut continuer, il ne veut pas affronter la justice une nouvelle fois. Et la parade, c'est de maintenir cette dynamique conflictuelle. L'après-Gaza ne pourra pas se faire ni avec le Hamas, mais le problème c'est que Netanyahou, il dit que même l'autorité palestinienne n'a pas sa place. Et ça, c'est un point de divergence qui est très important parce que les Américains sont beaucoup plus pragmatiques et ils veulent travailler avec ce qui est disponible. Aujourd'hui, ce qu'on a de disponible, c'est une autorité palestinienne.